Salut tout le monde, Simon Savant qui est de retour aujourd'hui pour d'autres petites notes de scouting. Deuxième vidéo de notes de ma part avant qu'on envoie notre liste préliminaire. Euh, je vais vous parler de joueurs, peut-être qu'on avait parlé beaucoup de joueurs qui étaient en haut de classement dans la première vidéo. Avec McKenna, Vera, Stenberg et compagnie, mais là je veux parler peut-être de joueurs ils sont quand même hauts dans le classement, mais peut-être des joueurs qui ont peut-être des discussions un petit peu moins intenses pour le top 3. Je vais commencer avec un quatuor de défenseurs que j'ai eu beaucoup de difficultés à départager en tant que tel, mais que j'ai aussi quand même du plaisir à regarder. C'est Daxon Rudolph pour les Raiders de Prince Albert, Chase Reed pour les Greyhounds de Sault Ste. Marie, Ryan Lynn pour les Giants de Vancouver et Carson Carrolls des Cougars de Prince George. Donc, trois défenseurs de la WHL, un défenseur de la OHL, trois défenseurs droitiers, Carrolls et gauchers. Donc, c'est quatre défenseurs qui sont dans la conversation pour que ce soit top 15, top 10, peut-être top 5. Même, on a vu Ryan Lynn dans certaines listes qui étaient assez hauts. De mon côté, c'est des défenseurs que je reconnais certaines similitudes dans leur jeu. Je pense que Chase Reed, Ryan Lynn, Daxon Rudolph, c'est des gars qui sont capables d'amener de l'attaque. Carson Carrolls aussi, mais peut-être un petit peu moins. Défensivement, il y a des petites lacunes peut-être un peu du côté de Ryan Lynn. Carson Carrolls, pour moi, c'est un joueur qui joue beaucoup de minutes puis est capable d'en prendre, mais des fois aussi certaines petites crampes au cerveau, certaines petites des petits manques en défensive. Daxon Rudolph, moi, je le trouve très complet depuis le début de la saison. Petite touche physique aussi, peut-être un peu moins d'attaque qu'un Chase Reed et Ryan Lynn, mais il est là, il est capable d'amener des rondelles au filet, de créer des choses offensivement, de venir s'insérer. Mais le gars qui a peut-être le talent pur, c'est Ryan Lynn. C'est lui qui a l'air vraiment d'un dynamo offensif. Pas que Chase Reed l'est pas non plus, mais je pense que Ryan Lynn, c'est peut-être lui qu'on voit vraiment comme défenseur offensif pur. Beaucoup de génération offensive, beaucoup de création offensive aussi. Avec Xavier Villeneuve, c'en est un aussi qui est purement offensif, en guillemets, qui est très dangereux avec la rondelle sur la palette. Donc Ryan Lynn, c'est un défenseur qui active le jeu, vient s'insérer dans les attaques, est capable d'être patient, de s'installer en zone offensive, de travailler sur la ligne bleue, de faire un peu, de bouger un peu certaines défensives, de trouver des lignes de passe qui sont un peu difficiles. Est-ce que, en avantage numérique, évidemment, il est dangereux aussi pour envoyer des rondelles au filet, mais repérer des coéquipiers, mettre la table un peu pour certains coéquipiers. Est-ce que, de mon côté, j'aimerais le voir un petit peu plus ressortir, entre guillemets, à 5 contre 5? Peut-être dans l'ensemble de son jeu, je pense que oui. Moi je sais que oui, mais je pense que ça aiderait de le voir être un petit peu plus impliqué, je pense, dans les trois zones à 5 contre 5. Ce que Chase Reed est capable de faire un peu plus, je trouve que Reed, offensivement, il est très bon, là. Chase Reed en attaque, déjà en partant aussi, son lancer est très violent. Lui aussi, il lève la tête, trouve des options, capable d'être patient, capable de bouger, soit le long de la bande, le long de la ligne bleue, pour vraiment ouvrir des choses. Donc, Chase Reed, de ce côté-là, rien à redire non plus. Mais je pense que défensivement, un petit peu plus stable, meilleur bâton peut-être. Évidemment, le gabarit l'aide aussi, donc capable de déblayer le devant du filet, capable de travailler le long de la bande, puis d'être un peu physique aussi. Et puis, quand je parlais de Rudolph tantôt à 6 pieds 2, 205, ben c'est ça, c'est que lui aussi, il a cette touche-là, sans nécessairement être très punitif. Ce sont deux défenseurs qui ont cet avantage-là physique. Carson Carrolls, pour terminer avec lui, c'est que
Je trouve que lui, ça lui prend peut-être un petit peu plus de temps, d'espace et un peu plus de temps pour créer quelque chose à l'attaque. Je trouve que s'il a le temps d'analyser le jeu, s'il a le temps d'analyser des options dans la zone offensive ou en relance ou peu importe, je trouve que là, Carrolls ressort un peu plus, mais je pense que du côté offensif pur, il est peut-être un petit peu moins là. Même si on le voit quand même, il a été capable de produire aussi avec des lancers au filet. Il a été capable de produire aussi en venant s'insérer lui aussi dans certaines attaques intéressantes, certaines contre-attaques intéressantes aussi. Il suivait bien le jeu. Donc c'est ça. Est-ce que du côté de Carroll, c'est vraiment le côté défensif qui doit peaufiner un peu parce que je trouve qu'il est bon défensivement, mais il y a des fois des erreurs coûteuses de son côté. Donc parmi ces quatre-là, je pense que Carroll, c'est peut-être lui qui est le moins bon des quatre. En tout cas, à mon avis. Mais je voyais dans les listes que il y en a qui le classaient près du top 10. Rudolph aussi était près du top 10, voire même dans le top 10. Chase Reed était là, puis c'est vraiment Ryan Lynn qui était se distançait un peu de ces trois-là. Donc, je vous réserve la surprise pour ma liste préliminaire, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un petit débat entre ces gars-là pour le reste de... Ben, peut-être pas pour le reste de la saison, mais au moins jusqu'à notre liste de mi-saison. On va voir si ça peut ressortir. Je veux parler de deux attaquants, deux joueurs de centre en particulier, parce qu'on dit c'est pas une très bonne cuvée pour les joueurs de centre. En fait, c'est pas une cuvée qui nous fait un peu écarquiller les yeux du côté du top 15, du top 20. Je vais parler de deux joueurs de centre en particulier. Beckham Edwards du côté du Sting de Sarnia et Caleb Malhotra du côté des Bulldogs de Brentford. Deux joueurs de centre que j'aime beaucoup. Deux joueurs de centre qui sont intenses, qui ont cette touche offensive-là aussi en eux. Je pense que Edwards a un talent un petit peu plus naturel, capable d'utiliser ses mains. Il a un bon gabarit, donc Edwards il est 6 pieds 1, 180. Malhotra il est 6 pieds 170. Ça, c'est des mensurations qu'on a, ça va peut-être changer avec le temps. Là. Edwards est capable de baisser l'épaule, il a une bonne vitesse, il est capable de couper au filet, d'utiliser ses mains pour créer, se donner des options, se donner de l'espace, mettre les défenseurs un peu sur les talons. Je trouve que Edwards, il est intense aussi. Je trouve qu'il en attaque le long des bandes, il est capable d'être physique, capable d'être harcelant défensivement, il tente de bloquer des tirs, bouge bien, essaie de bloquer des jeux avec son bâton. Donc je trouve que lui, il y a cette touche offensive-là, mais il y a du jeu sur 200 pieds, avec une touche de chien aussi qui m'intéresse, un petit papier sablé qui est pas le plus rugueux, mais qui a quand même assez pour lisser un petit 2x4 là. Donc Beckham Edwards, très très intéressant pour moi depuis le début de la saison. Puis quand on regarde les points comme ça, puis on se dit ouais mais il y a un moins d'1 point par match, ouais mais il y a pas l'appui peut-être d'autres joueurs avec le Sting de Sarnia, son trio avec Pickle puis Van Volsen. Je pense que c'est le seul trio qui peut vraiment générer de l'attaque du côté du Sting. Puis on s'entend que Van Volsen et Pickle, c'est pas non plus des vedettes montantes, là. Donc Edwards, je trouve qu'il ressort très bien par rapport au niveau des centres en tant que tel. Une petite touche vraiment de jeu complet qui m'intéresse. Caleb Malhotra, c'est le fils de Manny Malhotra, puis ben la pomme est pas tombée très loin de l'arbre parce que Caleb Malhotra, il joue un style un peu comme son père aussi. Très complet lui aussi. Il est efficace en désavantage numérique. Utilise le corps aussi, il donne de mise en échec, utilise sa hargne un peu, son intensité. C'est vraiment un joueur qui est tannant sur la patinoire. En fait, qui n'est pas nécessairement qui est tannant dans le sens qu'il te dérange sur la patinoire avec son
son blabla, puis le style un peu Sean Avery, là, c'est vraiment tannant parce qu'il est sur toi. Il est dans ton visage, le bâton est là. C'est quand même difficile de jouer contre lui. Il y a vraiment un style qui me rappelle un peu Jet Luchenko il y a 2 ans de ça. Puis je pense que j'essaie d'évaluer parce que les Bulldogs de Brentford ont une équipe extraordinaire cette année. Beaucoup de talent dans cette équipe-là. Il y a O'Brien qui est là, Van Acker, Ben Hack, Jiricek en défensive. Bref, il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Est-ce que Malhotra, côté points, profite de ça? Oui. Est-ce que Malhotra, c'est rien que ça, par exemple? Est-ce que c'est le fait qu'il joue dans une bonne équipe? C'est pour ça qu'il amasse ces points-là? Je pense pas. Je pense que Malhotra, c'est un joueur qui suit bien, qui est intelligent, qui suit bien ces gars-là de talent, qui a cette touche de playmaking-là aussi, qui est capable de fournir de belles passes, qui est capable de faire des jeux rapides, des passes transversales, que ce soit en avantage numérique, à force égale. J'ai beaucoup aimé son jeu en général cette année, Malhotra, puis je sais pas si... Je sais pas où il peut monter, je sais pas à quel point il peut monter dans les listes, mais j'ai l'impression que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale, j'ai l'impression que ce gars-là va avoir un rôle dans la Ligue nationale, un rôle important. Est-ce que tu peux faire abstraction des points? Ben là, c'est ça. Est-ce que, tu sais, Jet Luchenko a été repêché rapidement? Si on peut faire abstraction des points en tant que tel, comme joueur complet, moi, je pense que Caleb Malhotra, c'est une très bonne sélection, tant qu'à moi, si on va à partir dans le top 32. Tu sais, je sais pas à partir de où exactement, ça devient une sélection que tu dois faire les mains dans le dos, mais je sais que Malhotra, pour moi, ça va être un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Un autre joueur que je vais parler, lui, c'est un ailier pour l'attaque d'Owen Sound, c'est Pierce Bowie. Petit gabarit, 5 et 10, 160 livres, mais quelle boule d'énergie, quel joueur chaotique sur la patinoire. Il est de tous les combats. Il s'en va le long de la bande, se fait bousculer, se relève, il continue à bousculer lui aussi. D'excellentes mains. C'est ce qui est bizarre avec lui, c'est que c'est un joueur un peu boule de démolition, mais en même temps, il y a cette finesse-là dans son jeu. Il y a cette intensité-là, des petits jeux un peu plus fancy, un peu plus en dentelle, quelques jeux, des passes savantes, du travail vraiment de toutes les façons, en attaque, relance rapide. Le dump and chase, sur le cycle en tant que tel, c'est surprenant de voir un gars de 5 et 10, 160 être aussi bon dans la zone, être aussi impliqué. Est-ce que, par exemple, ça devient un peu trop taxant pour lui? Des fois, je sais pas si ça peut être difficile peut-être pour lui à la longue. Est-ce qu'il est capable de gérer ça pendant toute la saison? Parce que là, il a parti la saison en force côté points. Son trio avec Nancy et Delille, ça va très bien. Ils sont très dangereux sur la patinoire, créent beaucoup d'attaques. Mais est-ce que ça va être... est-ce qu'il va avoir une constance dans son jeu pendant toute la saison? Ben là, c'est ça. Ça va être à vérifier de son côté. Mais ce que je vois en ce moment de lui, c'est un jeune qui mériterait de se faire regarder au-delà de son gabarit. Parce qu'il joue pas... Il me fait penser un peu à Zach Benson. Avec peut-être une touche un petit peu moins de talent, avec peut-être une certaine limitation de hargne et de papier sablé, mais je trouve que Bowie, il est souvent, il est tannant, il est dans ton visage, puis je sais pas, je trouve qu'on lui a tout de suite retiré l'étiquette peut-être de choix de première ronde, mais j'y penserais quand même assez sérieusement, en toute honnêteté, là. Je trouve que c'est un joueur qui mérite de se faire considérer dans la première ronde parce que non seulement il est offensif, mais je pense qu'il amène de l'énergie sur un trio. Il amène de l'énergie aussi dans l'équipe en général. Donc, j'ai vraiment pas détesté son début de saison. J'ai pas détesté mes visionnements.
du côté de la OHL. Dernier joueur dont je vais parler, Brady Wasselin. Brady Wasselin, c'est un joueur qui jouait en compagnie de Ryan Robrick avec les Ice Dogs de Niagara. Il a été échangé aux Knights de London récemment. Puis ça, bon, évidemment, là, c'est un joueur de talent, c'est un joueur de finesse. Il a perdu un peu des plumes pour moi, Brady Wasselin, parce que le talent est là. Je pense que c'est indéniable que c'est un gars qui a un potentiel offensif très élevé. Mais j'aimerais ça qu'il soit plus impliqué dans le match. J'aimerais ça qu'il soit plus... j'ai regardé 2 matchs à London. J'ai regardé 3 matchs du côté des Ice Dogs. Il s'était blessé. Il est revenu la saison était déjà commencée. Je trouve que ça va pas super bien pour lui. Même s'il amasse des points, je le trouve pas si dangereux que ça. Je trouve qu'il patine pas toujours avec des intentions. Je trouve qu'il patine... fait un peu comme je le mentionnais dans le podcast Temps d'arrêt avec Étienne, on dirait qu'il faisait de la course navette, c'est qu'il gardait son couloir tout le long, mais on dirait qu'il était pas impliqué. La rondelle allait en zone offensive d'un côté, il allait pas trop impliqué, revenait de l'autre côté, la rondelle était dans sa zone, il était là, pas trop impliqué. Donc je veux le voir un petit peu plus présent. Je veux le voir, tu sais, j'espère qu'avec les Knights, justement, ils vont réussir un peu à lui donner ce style-là, un peu de Dale Hunter, là, puis sans nécessairement être, encore une fois, tout démolir, puis être très tannant, mais être un petit peu plus combatif, être un petit peu plus près des endroits dangereux, de vouloir un petit peu plus, parce que Brady Wasselin, c'est un gars de 5 et 11, 195 livres, donc c'est pas un petit garçon. Il a un gabarit quand même très intéressant, mais doit s'en servir un petit peu mieux, doit vouloir un petit peu plus. En tout cas, moi, dans les matchs que j'ai regardés, il m'a déçu, puis malheureusement, ben là, c'est ça. Il était dans mon top 32, puis les arguments commencent à manquer là, de mon côté pour le garder dans mon top 32. Donc, le profil est intéressant, la finesse, il y a des mains, il y a du talent, mais ça doit devenir plus que ça, tant qu'à moi, parce que je suis pas convaincu qu'il va réussir. De la manière dont il joue, je suis pas convaincu qu'il va réussir à produire autant dans la Ligue nationale. J'ai même de la difficulté à penser qu'il va être capable de produire beaucoup dans la Ligue américaine s'il modifie pas un peu son jeu. Donc Brady Wasselin à surveiller, mais la saison est jeune. Donc évidemment, on lance pas la serviette tout de suite, mais ça part un petit peu plus difficilement de son côté. Donc c'était mon petit tour d'horizon avant notre liste préliminaire. Puis vous aurez la surprise à savoir qui est dans mon top 32 cette semaine. Donc merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine.